Bonjour à tous et bienvenue dans cette séance qui va vous permettre de faire le bilan de vos connaissances sur les fables de La Fontaine. Je vous rappelle que ces connaissances seront à mobiliser à l'écrit, dans le cadre d'un travail autour de la littérature d'idées, mais aussi à l'oral si vous êtes amené à présenter l'une des lectures linéaires que nous avons faites en classe, mais aussi dans le cadre de l'entretien, si vous souhaitez aborder cet objet d'étude et cette œuvre en particulier. Alors je vous prie de m'excuser pour le filigrane qui apparaît en fond de vidéo, c'est parce que j'utilise la version gratuite de ce logiciel pour ce premier cours à distance. Je pense qu'il est utile que je vous transmette les diapositives avec un certain nombre de commentaires et d'explications, mais c'est quelque chose dont on pourra discuter si jamais c'est trop gênant pour vous, si jamais ce filigrane vous gêne un peu trop. Allez, on démarre. Alors tout d'abord, pour faire le bilan des fables de La Fontaine, second recueil, il faut d'abord rappeler que c'est une œuvre satirique, c'est-à-dire qu'elle a avant tout une portée comique, et on est tous d'accord pour dire que les fables sont des récits plaisants, en apparence légers et comiques. On trouve d'ailleurs les différents types de comiques dans notre recueil, comme le comique de geste ou le comique de mots dans La Cour du Lion. Il s'agit de la 6e fable du livre 7. Alors exemple de comique de geste, l'ours qui se bouche la narine, exemple de comique de mots, la flatterie excessive du singe. Pour le comique de situation et de caractère, je vous invite plutôt à aller revoir L'huître et les plaideurs. C'est assez simple à expliquer, il s'agit de la fable 9 du livre 9. Mais le comique, vous le savez, repose aussi sur l'anthropomorphisme et le fait d'utiliser des animaux pour parler des hommes. Alors certains choix d'animaux ne sont en eux-mêmes pas très flatteurs, et certains ont des noms humains, comme Dame Belette ou Jean Lapin, ce qui crée évidemment un décalage comique. Et ces animaux ne sont pas choisis par hasard, je ne vais pas m'éterniser sur le sujet parce que vous le savez. Pour prendre les exemples les plus simples, le renard, c'est le personnage rusé qui arrive à se sortir de toutes les situations, et le singe, c'est celui qui imite particulièrement mal et qui en devient ridicule. Mais pour que ce soit une œuvre satirique, il faut qu'elle ait bien sûr une portée comique, mais qu'elle ait aussi évidemment une portée critique. Et comme il y a plusieurs niveaux de critique dans ce second recueil de fables, je vais essayer de les reprendre progressivement avec vous. Tout d'abord, nous avons évidemment la satire politique de la cour, avec des portraits peu flatteurs, y compris à destination du roi lui-même. La cour du lion, que j'ai cité précédemment, où la cour est un endroit qui empeste, mais aussi les obsèques de la lionne, où le roi est présenté comme un personnage tyrannique, particulièrement violent et colérique. Il s'agit de la fable 14 du livre 8. Évidemment, il y a aussi une critique des courtisans qui vivent dans le faste et qui usent de toute leur perfidie pour obtenir les faveurs du roi. C'est le cas dans Le chat, la belette et le petit lapin, fable 15 du livre 7. Autrement dit, la cour est un lieu où il faut savoir ruser, mentir et calquer son comportement sur celui du roi pour attirer son attention. Mais La Fontaine n'épargne pas non plus la justice de cour et les juges qui sont présentés comme des courtisans corrompus. Le meilleur exemple que vous pouvez utiliser, c'est les animaux malades de la peste, qui présentent une justice arbitraire puisqu'elle juge beaucoup plus sévèrement les plus faibles et qu'elle se montre beaucoup plus indulgente avec les puissants. Il s'agit de la première fable du livre 7. Mais la variété des animaux montre aussi à quel point la palette des vices humains est grande. La Fontaine s'attaque à de multiples travers du genre humain et en dénonce parfois même plusieurs dans une même fable. L'exemple que j'ai choisi, c'est Le loup et le chasseur, 27e fable du livre 8, qui dénonce la cupidité humaine en 2 temps et en 2 étapes. Je vous invite à aller relire cette fable. Mais La Fontaine réfléchit aussi sur les relations humaines, comme dans Les deux amis, fable 11 du livre 8, qui représente l'amitié véritable, tout en précisant à quel point elle est rare, puisque la plupart de nos rapports humains sont en réalité réglés sur l'intérêt personnel. Et puis vous avez des dénonciations particulièrement complexes. Le meilleur exemple que je puisse vous donner, c'est l'exemple de la guerre, dans Les vautours et les pigeons, fable 8 du livre 7, qui représente la guerre de manière effrayante, puisque ses motifs sont totalement futiles, et qu'elle est instaurée par des gens qui sont animés par une sorte de folie meurtrière. Mais là où ça devient intéressant, c'est que La Fontaine parvient à dépasser cette dénonciation un peu traditionnelle, et somme toute pas très originale, en dénonçant aussi le pacifisme. C'est-à-dire que les pacifistes sont présentés comme des naïfs imprudents. Et finalement, ce que La Fontaine arrive à nous montrer dans cette fable, c'est que la paix et la guerre vont ensemble et ne sont finalement pas si antithétiques qu'on pourrait le penser. Mais au-delà de la satire morale, ce second recueil de fables présente une réflexion sérieuse sur la condition humaine, si bien qu'on peut qualifier ce second recueil de fables d'œuvre philosophique. Je vous rappelle que dans la préface du premier recueil, en 1668, La Fontaine écrivait que l'apologue est composé de 2 parties, dont on peut appeler l'une le corps, l'autre l'âme. Le corps est la fable, l'âme la moralité. Pour vous aider à vous souvenir de cette citation, vous pouvez utiliser comme moyen mnémotechnique le mythe de Eros et Psyché, où Psyché représente l'âme, c'est-à-dire la moralité de la fable, et où Eros représenterait le corps, c'est-à-dire la fable, le récit lui-même.
Et je vous rappelle aussi que ce second recueil, qui intervient 10 ans plus tard, est un ouvrage plus philosophique et qu'il était destiné non pas au dauphin de France, mais à une adulte, Madame de Montespan. Paf, c'est elle. Alors, la philosophie qui inspire plus précisément et plus particulièrement La Fontaine, c'est la philosophie épicurienne. Épicure, je vous le rappelle, était un philosophe grec de l'Antiquité qui a développé une philosophie du plaisir. Pour lui, le meilleur moyen d'accéder au bonheur, c'est le plaisir. Mais attention, le plaisir ne signifie pas chez Épicure qu'il faut brûler sa vie par les deux bouts. Le bonheur est au contraire proche de l'ataraxie, avec le préfixe privatif grec a, qui signifie absence de trouble. Alors La Fontaine constate que la nature humaine est vaniteuse, ambitieuse, cupide, qu'elle n'aspire qu'à la gloire et à la richesse. Et d'ailleurs, il nous montre l'omniprésence de ces désirs immodérés dans nos vies, dans diverses fables. Exemple, le héron, fable 4 du livre 7, les deux pigeons, fable 2 du livre 9, ou l'homme qui court après la fortune et celui qu'elle attend dans son lit, fable 12 du livre 7. Face à ce constat, La Fontaine souligne combien il est important de savoir régler ses désirs, et il nous invite à la mesure. Meilleur exemple, le savetier et le financier, ou les souhaits. L'argent, dans ces deux fables, ne fait pas le bonheur, car le bonheur est un état de tranquillité, qui fait penser à l'ataraxie épicurienne. Mais c'est aussi une œuvre, bien sûr, qui met en débat le rapport d'actualité au XVIIe siècle entre imagination et pensée. On a déjà parlé de tous ces philosophes qui érigent la raison et la pensée bien au-dessus de l'imagination. On a parlé de Descartes, mais on peut aussi parler de Blaise Pascal, dans les Pensées en 1670, qui écrit ceci sur l'imagination. C'est cette partie dominante dans l'homme, cette maîtresse d'erreur et de fausseté, et d'autant plus fourbe qu'elle ne l'est pas toujours, car elle serait règle infaillible de vérité si elle était règle infaillible du mensonge. Mais étant le plus souvent fausse, elle ne donne aucune marque de sa qualité, marquant du même caractère le vrai et le faux. Je ne parle pas des fous, je parle des plus sages. Et c'est parmi eux, il n'y a pas de T à parmi, que l'imagination a le grand droit de persuader les hommes. La raison a beau crier, elle ne peut mettre le prix aux choses. Cette superbe puissance ennemie de la raison, qui se plaît à la contrôler et à la dominer pour montrer combien elle peut, en toute chose, a établi dans l'homme une seconde nature. Bon, vous sentez la critique de l'imagination, et en même temps, Pascal explique qu'on ne peut pas y résister et qu'elle est dominante chez nous, qu'elle est une seconde nature, et que du coup elle domine notre raison. Mais elle est ennemie de la raison, pour Pascal. Alors que La Fontaine, vous le savez, va essayer d'avoir une position un petit peu plus conciliante, c'est-à-dire qu'il va mêler imagination et pensée. Voici quelques exemples qui nous permettent de revenir sur cette conclusion que nous avions réussi à tirer ensemble. Vous pouvez voir la préface de Jean-Pierre Collinet pour le second recueil. Voici ce qu'il écrit. « Il n'est point vers chez La Fontaine qui, donnant essor à l'imagination, ne sollicite en même temps, par un privilège plus rare, à réfléchir, pour peu qu'on prenne la peine d'écouter cette voix incomparablement discrète dans ses inflexions. » Autre chose, Christian Bier, à propos des fables, la fable est donc fiction, invention, mensonge, mais un mensonge qui dit la vérité. Elle se fonde sur des récits mensongers et séduisants pour réformer l'individu et le guider vers le bien, vers la vérité qu'il faudrait atteindre. L'homme, comme l'enfant, étant incapable de se laisser charmer par la vérité pure, par l'expression directe de cette vérité, il faudrait ainsi passer par des récits, par le fabuleux, par le faux, pour en arriver à la vérité. Bon, c'est ce que dit La Fontaine lui-même, vous vous souvenez de tous ces textes que nous avions vus, la morale nue n'apporte que de l'ennui, ou encore le monde est vieux, dit-on, je le crois, cependant il le faut amuser encore comme un enfant. Et puis je vous mets une dernière citation d'Albert Einstein à propos de l'imagination qui, je pense, est facile à utiliser et aurait convenu à La Fontaine. Voici ce que Albert Einstein écrit. « L'imagination est plus importante que le savoir, car le savoir est limité, tandis que l'imagination englobe le monde entier. » Voici donc des citations que je vous demande de retenir dans les grandes lignes ou d'apprendre, et c'est aussi le cas pour le texte Imagination de pensée de Pascal dans les Pensées. Vous ne pouvez évidemment pas l'apprendre par cœur, mais vous pouvez peut-être vous souvenir de quelques expressions, partie dominante dans l'homme ou cette superbe puissance ennemie de la raison. Petite remarque avant de passer à l'annexe de ce cours qui terminera notre séquence sur La Fontaine. Tout le monde n'admire pas La Fontaine. Je vous donne deux exemples. Exemple du XVIIIe siècle avec Rousseau, philosophe des Lumières, et exemple du XIXe siècle avec le romantique Alphonse de Lamartine. Au XVIIIe siècle, voici ce que Rousseau écrit sur les fables. On fait apprendre les fables de La Fontaine à tous les enfants, et il n'y en a pas un seul qui les entende, ça veut dire qu'ils les comprennent. Quand ils les entendraient, même s'ils les comprenaient, ce serait encore pire, car la morale en est tellement mêlée et si disproportionnée à leur âge qu'elle les porterait plus au vice qu'à la vertu. Et puis autre exemple, Lamartine dans les Méditations poétiques au XIXe siècle qui écrit ceci.
Les fables de La Fontaine sont plutôt la philosophie dure, froide et égoïste d'un vieillard que la philosophie aimante, généreuse, naïve et bonne d'un enfant. C'est du fiel, ce n'est pas du lait pour les lèvres et pour le cœur de cet âge. Bon, ils ont tous les deux l'idée que ce n'est pas spécialement adapté aux enfants, mais en même temps on le sait, notamment dans ce second recueil de fables, beaucoup plus philosophique, nous, les adultes, sommes aussi tout à fait disponibles, et peut-être même plus disponibles que les enfants, pour comprendre les fables. Et maintenant, je voudrais passer à une dernière partie sur l'illustration des fables, puisque les fables sont parmi les œuvres les plus illustrées de l'histoire de la littérature française, et il faut que vous connaissiez un certain nombre de ces illustrateurs, puisque vous pouvez aussi mobiliser des connaissances dans l'histoire des arts. Il n'y a pas que la littérature, il y a aussi les illustrations. Alors le premier, je les ai classés par ordre chronologique. Le premier, c'est François Chauveau, au XVIIe siècle, un contemporain de La Fontaine. Louis XIV lui a attribué le titre de graveur du roi et bien sûr la pension qui allait avec. Il a aussi été nommé conseiller à l'Académie de peinture et de sculpture et il s'agit du premier illustrateur des fables. En fait, les fables, elles ont cette particularité que dès qu'elles ont été publiées, elles ont immédiatement été illustrées. C'est-à-dire que ce sont des œuvres tellement visuelles, parlantes, qui mettent en scène des scènes qui suscitent, enfin qui exercent aussi notre imagination, qu'on a eu envie de les illustrer. Il a aussi, François Chauveau, bien sûr, illustré d'autres œuvres. Voici son illustration de La laitière et le pot au lait, qui est l'un des textes qu'on a fait ensemble. Et puis ça, c'est une illustration des obsèques de la lionne. Autre texte que vous connaissez. Baptiste Oudry, au XVIIIe siècle, lui, c'est un illustrateur un peu plus naturaliste. Il peint principalement des scènes de chasse, des natures mortes, des paysages, des portraits, des scènes historiques. Vous voyez donc plutôt ce type naturaliste de représentation. Et voici sa représentation de la cour du lion. Alors évidemment, je passe vite parce que vous pouvez faire pause pour regarder plus attentivement et savoir comment utiliser ces illustrations à l'oral ou à l'écrit. Et puis Tircis et Amarante, voilà, que vous pouvez aussi utiliser. Gustave Doré. Alors lui, c'est l'illustrateur le plus célèbre de La Fontaine. Il fait un travail particulièrement varié, c'est-à-dire que lui, ses illustrations, elles sont multiples. Il multiplie les points de vue. Par exemple, parfois il fait des plongées, des contre-plongées ou des points de vue panoramiques. Il utilise aussi l'image comme un ressort du suspense. Donc ça correspond bien à ce dynamisme que La Fontaine met dans ses fables. Voici une illustration du lion et du rat, ou voici une illustration de la laitière, encore une fois. Granville, alors Granville c'est un pseudonyme d'un dessinateur caricaturiste du XIXe siècle qui lui décide de traiter principalement les thèmes satiriques sur un ton un peu plus léger, probablement. Voilà, je vous laisserai faire pause aussi si vous souhaitez en voir davantage, là c'est la cigale et la fourmi. Et je voudrais qu'on passe au XXe siècle, parce que le XXe siècle c'est une époque particulière. C'est les débuts du cinéma, du dessin animé, de la publicité. Et les styles, le style de ces illustrateurs, il y en a deux de La Fontaine au XXe siècle, c'est un style un peu art déco qui va annoncer la bande dessinée, vous allez le comprendre tout de suite. Regardez Benjamin Rabier, La cigogne et le renard. Regardez ici, on voit déjà le système de vignettes, on voit aussi les petites explications comme les cartouches, voilà. Donc on est déjà un petit peu dans l'univers de la bande dessinée. Et puis Calvéronia, XXe siècle, même chose. La cigale et la fourmi, et bien sûr on termine avec le chat, la belette et le petit lapin. Vous voyez, ça ressemble vraiment à ce que nous on connaît encore aujourd'hui dans la bande dessinée ou dans les livres pour enfants. Et bien sûr notre amie, pour terminer, la laitière, qu'on retrouve encore une fois Perrette avec son petit coussin. Là on va vraiment dans le détail aussi avec le petit coussin qu'elle avait sur la tête, et puis avec ce joli nuage qui représente son imagination envolée, avec les veaux, les porcs et les poussins qu'elle voulait acheter avec l'argent. Voilà, je pense qu'avec tout ça, vous avez un bilan assez complet des fables de La Fontaine et de ce que nous avons dit, et vous pouvez traiter de différents sujets de dissertation ou d'essai. J'ai essayé de prendre des exemples de fables qui correspondaient à tout le monde, c'est-à-dire à la fois aux premières STMG, qui n'ont que les livres 7 à 9, et aussi aux premières générales bien sûr. Donc j'ai pris des exemples de fables qui étaient dans les livres 7 à 9 pour que ça convienne à tout le monde. Et donc pour les premières générales, notre prochain rendez-vous va concerner l'exercice de la dissertation, et vous allez pouvoir utiliser toutes les données que vous avez recueillies dans cette vidéo pour justement traiter au mieux les sujets de dissertation qui porteraient sur cette œuvre. A très bientôt tout le monde.